Dungeon Meshi est un univers vaste, dense et surtout complexe. Il serait impossible et prétentieux de ma part de m'imaginer pouvoir entrer dans l'esprit à l'origine de ce manga pour savoir où l'autrice a pu trouver certaines références, et même certaines futures pierres angulaires à son récit. Qu'elle ait choisi certains tableaux, certains films, certains jeux vidéo pour agrémenter son récit est plus qu'évident. Trouver chaque bribe, chaque référence disséminée au sein de ces plus de 90 chapitres est une tâche plus que difficile. Ainsi, il va m'être très difficile d'être exhaustif dans cette vidéo et de vous faire toute une liste des références que le manga propose. Mais vous savez ce que c'est le principal avantage de YouTube? C'est que c'est un réseau social. Et ici, la plupart du temps, on se sert des réseaux sociaux pour expliquer que le mec en face est une fraude et a des avis désastreux, hein. On adore le faire dans la communauté manga, ça, ou troller des personnalités politiques. On peut faire des trucs bien plus intelligents avec. C'est donc en toute humilité que je vous le demande, corrigez-moi, instruisez-moi, pointez certaines erreurs de mon texte, certaines imprécisions, et surtout, n'hésitez pas à ajouter cette pierre à cet édifice. Avec cette vidéo, je pensais vous proposer quelque chose de différent d'une simple liste de références, type chapitre 47, il y a une référence à Naruto sur cette page. J'aimerais qu'on ait cette atmosphère digne des musées, où on se promène, on se laisse guider par la visite en observant les œuvres, et en souriant. Cette vidéo, plus qu'une liste de références, je veux y mettre une atmosphère, je veux y mettre une ambiance. Vous savez, ce petit ressenti que, au fin fond de ce donjon, il se cache des sacrés trésors. Il se cache des choses très intéressantes. Une ambiance qui vous donne l'impression d'être à l'aventure avec le héros de l'œuvre. Une ambiance qui fait comme si vous étiez dans une visite guidée, qu'on vous apprend des choses ça et là, et à la fin, vous avez juste une envie, celle d'en savoir plus. Un des points très agréables avec Dungeon Meshi, c'est que Ryoko Kui, l'autrice, source énormément son travail. Mais surtout, elle partage de nombreux dessins, des ébauches et autres concepts. Et parfois même, elle n'hésite pas à nous révéler certaines de ses œuvres favorites, certains de ses plaisirs, voire des passions. Avant toute chose, posons la base de son récit. Il est plus que naturel de se demander si l'autrice ne s'est pas tout simplement inspirée des œuvres de fantasy de base. Vous savez, J.R.R. Tolkien notamment, le Seigneur des Anneaux, les orques, les elfes, les humains, les nains, tout ça c'est Tolkien à la base. En tant que bon père de la fantasy, il est naturel de le citer si on parle des références et des inspirations de Dungeon Meshi. Mais est-ce que ça va pas un petit peu plus loin que ça? Tolkien ou Tolkien, parce que peu importe la prononciation, je sais qu'on va me prendre la tête dans les commentaires, c'est une pierre angulaire à tous les récits de fantasy qui semblent avoir bercé et marqué la créatrice. Mais une pierre angulaire, c'est pas tout. Et il semble y avoir bien plus de références que ça. L'artiste semble être grande amatrice des elfes. Dans un dessin, elle regroupe de nombreux elfes qu'elle a affectionnés dans certains jeux notamment. Enfin, même uniquement dans des jeux. Elder Scrolls, Dragon Age, Pathfinder, Baldur's Gate et autres. Il semble que l'univers de la fantasy l'a marqué plus par le spectre vidéoludique que par le cinéma ou la littérature elle-même. Et quoi de plus logique? Quand on regarde la carte du donjon et les aventures des personnages, on semble bien plus proche d'un niveau de Dark Souls où la mort vous guette à chaque endroit, même dans les coffres, que proche d'un univers en terre du milieu. Je ne parlerai pas tant des artbooks et autres bonus que la mangaka a pu nous proposer, tout simplement parce que ils ne sont pas vraiment internes dans le récit. C'est plus son squelette, c'est plus autour. Ils sont là, sans être là. Mais quelque chose est sûr, si vous regardez ces dessins, vous l'aurez sans doute remarqué, visiblement la mangaka est vraiment amatrice de mode. Qu'il s'agisse de coupes de cheveux, de vêtements en tout genre, de style automne, été, hiver, tout y passe. Là je vous montre quelques dessins, voilà quelques planches, vous l'avez remarqué, elle aime vraiment varier son trait, elle aime vraiment varier les styles vestimentaires des personnages. Et c'est cool, ça rend vraiment l'œuvre plus vivante à mes yeux. Mais maintenant on peut s'intéresser au vif du sujet, s'intéresser à l'œuvre en elle-même. Au fur et à mesure de cette dernière, des petits clins d'œil comme des références bien plus ostentatoires vous frapperont. Alors ouvrez l'œil. Le bestiaire du manga mériterait une vidéo à lui seul. Les mandragores, les orques, les mimiques, les plantes carnivores, les dragons et les armures. Le bestiaire est aussi complet que complexe, et donc je vais pas forcément m'y attarder plus longtemps, sinon la vidéo durerait 40 minutes. Au début du manga, les choses se font relativement lentement, et j'ai envie de dire que c'est plutôt normal en fait. Le récit prend son temps, le récit se pose, le récit nous propose même son aventure, donc on n'a pas forcément le temps de faire des clins d'œil, on est en train de mettre les choses en place, et il y a quelques petits foreshadowing. Voilà, ça si vous avez jamais remarqué, oui, Dungeon Meshi fait aussi des foreshadowing, c'est pas réservé à SNK. Vous avez des fresques avec le lion, vous avez des fontaines avec le lion, enfin, vous avez remarqué, le lion en fait il est là depuis le début du manga, c'est juste que on n'avait pas fait attention en fait. C'est tout, on avait juste pas fait attention. Je pourrais aussi m'attarder sur l'armure de lion et tout, parce que c'est un motif qui est très utilisé pour les armures, et ça serait un petit peu tiré par les cheveux quand même, et c'est pas forcément non plus le plus intéressant, donc on va passer cet aspect-là.
Pour vous amuser légèrement, par contre, ça et là, dans des petits chapitres bonus, vous avez des petites références. Notamment celle que vous voyez actuellement, qui est, je pense, une référence à The Last of Us, on peut tous se mettre d'accord, ou cette page entière qui est une référence au film d'horreur The Thing. Une tête arrachée reprend vie et des membres repoussent pour permettre au monstre de s'échapper. La seule solution pour tuer la bestiole, c'est de la brûler. Voilà, du coup vous avez la planche avec le mimique, vous avez compris. Le chapitre des peintures, en revanche, il m'intéresse énormément. La grande salle de banquet poussiéreuse, déjà le lion ailé, encore une fois, hein, il est là dès le début. Il est dur de dater l'époque de ces peintures ou leur inspiration. En revanche, même avec ces difficultés, il y a certaines inspirations qui m'ont frappé, et c'est peut-être vraiment de la surinterprétation, c'en est même sans doute. Les peintures, pas mon domaine d'expertise, j'en connais quelques-unes, c'est vraiment pas ce que je maîtrise le mieux. On va s'intéresser à cette peinture-là en particulier. Vous voyez cette espèce de scène de vie, de joie et de bonne humeur? Et bah, ce banquet en plein air avec autant de personnages, ça me fait penser à Bosch. Ça me fait clairement penser à son tableau de la fête de village. Quand vous regardez les peintures de cet artiste, vous le remarquerez assez vite, il faut ouvrir les yeux et se concentrer sur chaque personnage, car tous ont quelque chose de particulier ou à raconter. Et c'est ce qui rend ces peintures parfois si étranges et malsaines. Mais je vais pas vous embêter plus longtemps avec Bosch, parce que là vous avez Senshi qui vient d'avoir la révélation bouddhique du samsara, parce que Laios a un parasite dans le bide. Imaginez-moi là actuellement, à 3h du matin quand j'étais en train d'écrire ce script, parce que j'écris mes scripts à 3h du matin, quand j'ai dû écrire que Senshi avait la révélation bouddhique du samsara, parce que Laios avait la gastro. C'est ma vie. Et c'est très bien comme ça. En soi, sachez que la première partie du manga, je pense sincèrement que l'autrice se retenait un petit peu. Et c'est normal, Dungeon Meshi c'est son premier gros projet, et en plus de ça, elle avait pas le même niveau qu'actuellement lorsqu'il s'agit des planches. Parce que maintenant, Dungeon Meshi en termes de dessin, et même l'autrice en général, elle vous propose des folies. Alors pour les 40 premiers chapitres, soit la première grande partie du manga, vous devrez faire avec quelques références, tout au plus quelques inspirations même. Marcel qui fait des poses de kabuki, des tableaux japonais classiques mélangés à des portraits plus occidentaux, et on pourrait dire que ça s'arrête là. Mais c'est à partir de maintenant que les choses sérieuses commencent, et donc je vais me permettre de sauter quelques petits chapitres pour qu'on aille sur des passages plus intéressants, là où il y a eu des propositions plus audacieuses, et où on a vraiment commencé à très bien manger grâce au manga. Merci à lui, encore une fois. Manger Dungeon Meshi, ouais, voilà, on est très drôle, encore une fois. Dès le cauchemar de Martil, vous commencez à voir des bêtes bien plus terrifiantes qui changent du bestiaire habituel. Et vous savez pourquoi? Parce que, à mes yeux, là, c'est une inspiration de Junji Ito. On a l'impression de voir ces espèces de monstres qui font aucun sens dans Dissection Girl par exemple, et même en fait plus particulièrement, je pense que la référence directe, j'ai plus le titre, c'est une de ces histoires où un personnage, à cause d'une mousse toxique dans son matelas, voit d'étranges monstres la nuit. Et on dirait un petit peu que les monstres et ce qu'il voit, ça ressemble à ceux de Marcil dans ses cauchemars. Et à la fin, on apprend que ce qui causait ça à Marcil, c'était quelque chose caché dans son oreiller. Comme la mousse cachée dans le matelas. Je suis sûr que c'est un petit clin d'œil. Je ne sais pas pourquoi, mais j'en suis persuadé. Mais à partir de maintenant, je vais vous parler de références qui ne sont pas dans l'anime. Alors oui, c'est les plus intéressantes, je suis désolé pour vous, mais si vous n'avez pas envie d'être spoilé, votre visite s'arrête ici, je suis désolé pour vous. Et si vous êtes les plus audacieux, les plus courageux du monde et que vous avez envie d'aller jusqu'au bout des choses et jusqu'au bout de la visite, je vous accueille les bras ouverts. C'est parti, continuons et allons-y. Et je vais commencer par une question très simple. Vous vous êtes jamais posé la question de quoi un lion ailé? Oui, parce qu'il y a une raison. Si vous avez vu ma vidéo sur Sun Wukong, regardez-la, s'il vous plaît. Eh bien, vous connaissez la théorie expliquant que tout est une réécriture de la Bible. Dans le livre de Daniel, ce dernier, au 7e chapitre, explique que 4 créatures émergeront de la mer pour représenter chacune un royaume. Et oui, à la fin, le royaume de Laios, il sort de la mer. Encore une fois, je pense que c'est un clin d'œil. Mais la première de ces bêtes qui sort, c'est un lion ailé. Et je vous ai dit qu'à partir de ce moment, le manga devenait on ne peut plus sérieux vis-à-vis de ses inspirations. Là, vraiment, c'est du lourd. Mais je sais que vous n'allez pas vous contenter de références bibliques. Si vous êtes sur cette chaîne, vous êtes là à vous dire « Oui, non, mais ça, on en mange tous les jours avec Valkyrie Apocalypse. Il en faut plus qu'une petite référence avec un lion ailé. » Vous inquiétez pas, j'arrive. J'ai plus à vous proposer. Posez-vous et profitez. Alors que là, on arrive au moment où l'autrice a commencé à péter un câble et s'est dit « Vous voulez du biblique? Ok. » On va y aller. La présence de l'agneau dans le flashback de Miss Run, c'est pas du pif. L'Apocalypse de Saint Jean, cette fois-ci, c'est la mort de l'agneau qui met le feu aux poudres. Mais cette fois-ci, c'est l'agneau qui allume la mèche. Et c'est avant tout un cauchemar. Comme cette fameuse peinture de Johann Heinrich Füssli. Oui, je sais, c'est évident maintenant. Puis, l'anneau devient bouc. Et le bouc, c'est Satan, ni plus ni moins. A contrario, quand on nous présente le lion, il a 3 paires d'ailes. Comme un archange. Oui, en fait, c'est un bait, clairement. Avant tout, souvenez-vous que Lucifer, c'était un archange. Mais là, c'est trop sérieux d'un coup, et mes vidéos se veulent divertissantes, on n'est pas là pour faire non plus des analyses de fous furieux avec des grosses lunettes et tout, et le manga se veut aussi avant tout humoristique,
Donc c'est le moment des petites références pour détendre l'atmosphère. Vous savez d'où ça vient, cette idée et cette référence de les lapins c'est super dangereux? Ça vient d'un film qui est un monument, hein, qui est un monument de l'humour, qui commence à dater, hein, je crois il vient des années 70. Un film qui s'appelle Sacré Graal, des Monty Python. Dedans, il y a le groupe des chevaliers du roi Arthur, qui doivent tuer une bête mais terrifiante, qui massacre tout le monde, qui est un petit lapin. Ouais, tout le folklore des lapins dangereux dans la fiction, ça vient de ce gag. Comme je l'ai dit, ce fait-là, il est pour détendre l'atmosphère, la vidéo devenait trop sérieuse et le manga aussi. Donc là, il s'en donne à cœur joie. Des lapins qui font des squat kicks, des lapins qui dansent le disco, qui font des headbangs, des hadoken, on se détend, voilà, c'est rigolo, et on reprend. J'en ai parlé au tout début de l'œuvre, mais j'ai pas forcément appuyé dessus parce que je voulais le garder pour ce moment-là. Je suis persuadé que l'autrice a fait des références à Dark Souls. Pour moi, c'est évident. Et je voulais cacher jusque-là que, à mes yeux, c'est devenu, mais vraiment ostentatoire à partir de cette planche-là. Pourquoi, à mes yeux, c'est une inspiration? Le monde entier s'est rétréci en un point, créant plein d'environnements différents, et c'est le scénario de Dark Souls 3. L'appel du feu détruit la géographie du monde en ramenant tout au même point central, le feu. Alors par contre, si vous pouvez m'éclairer sur le serpent géant volant de Marsil, pour moi c'est Quetzalcoatl, hein. Mais je me trompe peut-être, et par contre, le fait qu'ils soient intéressés par l'oiseau avec les yeux qui ressortent, parce qu'il y a un parasite qui fait ça avec les escargots. Alors cette rêve, j'ai eu grâce à Everyday Heroes Scan, qui ont mis une page bonus avec ces informations-là. Je connaissais la bestiole, hein, mais j'avais pas fait le rapprochement, donc merci à eux. D'ailleurs, en parlant de référence à Dark Souls, parce que je suis sûr qu'il y en a encore d'autres, notamment celle-ci. L'habit et la coiffe de Marsil, qui est une mage exceptionnelle, ressemble énormément à ceux de Brunante dans Dark Souls 1, qui est aussi une mage exceptionnelle. Sauf que au lieu d'être en blanc, Marsil est en noir. Les champignons géants qui marchent et qui courent, pareil, c'est des monstres que tu vois dans Dark Souls 1. Mais je sais ce qui vous fait le plus kiffer, c'est les références et le symbolisme religieux, c'est pour ça que j'ai fait une chaîne Valkyrie Apocalypse, c'est pour ça que vous regardez mes vidéos, parce que c'est votre kiff. Allez, cette fois-ci, on va s'intéresser à nouveau au bouddhisme. Les fans de lecteurs omniscients ont déjà vu cette référence, et vous allez faire le lien avec Nirvana, mais c'est normal, c'est parce que c'est inspiré de Bouddha, tout simplement. Au début, le démon voit une fourmi, puis une chenille, puis un oiseau, puis un homme, puis le royaume d'un homme. En fait, à chaque fois, c'est le cycle du samsara. C'est tout simplement ça. C'est la réincarnation encore et encore et encore. La fin d'une ère amène le début d'une nouvelle ère. La fin d'un monde amène le début d'un nouveau monde. C'est juste cette théorie, c'est cette thèse, aussi simple soit-elle. Bon, sauf que là, la différence, comparée au samsara normal, c'est que le démon, il se nourrit de vos envies en prime. Ce qui est un peu moins fun. Et donc un étrange oiseau noir sort de Laios, et si c'est pas une référence au faucon noir de Berserk, je sais pas ce que c'est d'autre, mais ce qui va m'intéresser, c'est cette fameuse chimère. À la fin de son affrontement contre le lion, Laios le dévore. C'est une peinture qui m'avait particulièrement marqué à l'époque, celle de Cornelis von Harlem, un dragon dévorant de fidèles de Cadmu. Je vous laisse admirer les deux, je vous laisse comparer les deux, voilà. Elle et les lambeaux de peau qui pendent comme les montres molles de Daddy. Ouais, à la fin, l'autrice, elle s'est fait des petits kiffs. Pour la conclusion, j'aurais pu utiliser les planches de fin, vous savez, celles qui sont inspirées du Moyen-Âge, les natures mortes de la Renaissance, tout ça, mais ça serait un petit peu trop simple. Vous l'avez déjà remarqué, c'est plus intéressant que vous voyez les planches de vous-même de toute façon. Et en plus, la mangaka, elle s'en est pas cachée parce que elle en a littéralement fait des tableaux. Et littéralement, ces passages-là, l'épilogue du manga est en tableau. Y a rien d'autre à rajouter, la boucle est bouclée. Bref, j'espère que même si je n'ai pas été particulièrement exhaustif, cette vidéo vous aura tout de même plu, hein, voilà, il est le temps de conclure. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.